Eh bien bonsoir et bienvenue pour ce 52e numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange qui paraît entre les deux tours. Salut Sylvano. Entre les deux tours. Salut Antoine. Écoute, profitons-en, ça sera peut-être l'avant-dernier numéro de Miasme. Sait-on jamais ce que nous réserve l'avenir. Oh, non, je pense pas. J'ai pas vu de candidat. Enfin, ça dépend. S'il y a les extrêmes gauchistes qui arrivent au pouvoir, peut-être avec eux tout est possible. Voilà. Avec les extrêmes, tout est possible des deux côtés. Pour les Bon, auditeurs, mais nous sommes... on est encore au premier tour. Nous, on n'a pas encore voté le premier C'est ça tour. en fait. Premier tour pour nous, c'est dans 3 jours. On va pas dire voter bien parce que ce sera trop tard, quoi. C'est ça. Bon, en attendant d'avoir une boule de cristal pour savoir ce qui va se passer la semaine prochaine, nous ce soir, hein, c'est facile. Ah, tu veux donner un petit pronostic? Fillon-Le Pen. Fillon-Le Pen. Oh, mais t'es un grand malade. C'est un grand malade. Je le savais. C'est pas mon choix. Je te dis ce qui va sortir. Moi, je vais voter Asselineau. Tout le monde le sait. C'est sur mon mur. Il y en a plein, quoi. Donc, voilà. Comment les gens je vais pas dire de mal de Fillon, c'est lui qui devient président après, il va l'entendre sur ma vidéo et puis je vais me faire interdire. Non, mais ce serait la folie. Les deux, c'est de la folie de toute manière. Bon, eh ben écoute, moi je pronostique un Macron-Le Pen. D'accord. On verra ça la semaine prochaine. Celui qui gagne, il reçoit une bière de l'autre. De toute façon, quand même, si c'est Macron, la catastrophe internationale. On verra ce qu'on aura. On verra. Allez, en tout cas, nous ce soir, nous avons Umberto Molinaro qui va venir nous parler d'un congrès qui se passe à la fin du mois et où il va participer en compagnie de Jean-Michel Raoult et de Fabrice Bonvin. Et nous aurons Sébastien Leclerc qui nous présentera sa chaîne Sébastien Leclerc. C'est une émission que nous avons enregistrée la semaine dernière et que j'ai un petit peu décalé par manque de temps pour pouvoir tout monter. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que à partir du numéro 51, Miasme sortira maintenant le vendredi soir, de façon à ce que vous puissiez avoir tout le week-end pour l'apprécier, le regarder tranquillement. Voilà. Et du coup, on enregistrera avec 10 jours de décalage. Voilà. Alors, mon ami Sylvano, quoi de neuf cette semaine sur UAT? UAT, toujours, encore. Bah, cette semaine, beaucoup de travail encore dans les petits groupes secrets du UAT où on fait des choses passionnantes, hein, vraiment, vraiment passionnantes. Sur UAT, on n'arrive toujours pas à dépasser la barre des 14 500. On vire trop de monde, c'est-à-dire qu'on nettoie et puis il y a plein de gens plein de profils qui sont déconnectés de Facebook, donc on les enlève. Et donc les entrées ne compensent pas les sorties. Donc voilà, quoi, ça fait 2 mois que ça dure, c'est un truc de fou. On a notre plafond de verre, je pense. Sinon, sur voilà, les news du UAT, parce que UAT, après UAT TV, j'ai décidé de créer une émission un petit peu originale qui n'existe pas. C'est que moi, j'ai effectivement sur UAT des membres passionnants et passionnés. Donc, ils le savent pas encore, mais comme toi, tu vas pas diffuser avant une semaine, ça va être bon. C'est que je vais créer une émission pour eux. Ça va s'appeler Face à Face. Et je vais interviewer des membres du AT. Parce que c'est vrai que sur UAT, souvent, je vois des gens qui commentent des choses assez fantastiques. Souvent, je réponds. Après, moi, le problème avec Facebook, c'est que j'ai une centaine de notifications quand je me suis pas branché la journée. Je retrouve plus du tout le commentaire où j'avais commencé un dialogue avec la personne qui m'avait captivé. Donc c'est un peu barbant, quoi. Je rate plein de choses certainement bien. Je pense que dans les émissions télé classiques, web TV classiques, c'est toujours les gens un petit peu connus, hein. Pas connus, hein. C'est pas Célineau, mais je veux dire qui sont assez connus qui passent. Et là, ça sera strictement des inconnus ou des gens connus, mais qui n'ont pas l'habitude de se faire interviewer pour eux, quoi. Voilà. Et donc le premier numéro sortira certainement en même temps que
que ce numéro de miasme. C'est bien, mais j'espère qu'il sera plus productif que moi. Oui, moi, Antoine, je ferai du direct pur. On laissera les Ah, conneries, on laissera les boutades, on laissera les crises de fou rire. Hein. Pas de plus. Moi, j'ai rien à vendre, on s'en fiche. Donc, autant que ce soit sain, et puis voilà, quoi. Par contre, ce sera des émissions courtes, ça sera des formats très courts, justement pour que tout le monde puisse, je sais pas moi, à la pause déjeuner, regarder ça et se documenter un petit peu. Que des formats longs, ou même si, évidemment, dans des formats longs, il y a plein de choses intéressantes, des fois, on n'a souvent pas le temps. Voilà. Ah oui, non, c'est sûr. Je crois que la semaine dernière, ou c'était peut-être déjà la semaine d'avant, je ne sais plus, on avait parlé du fameux, la fameuse déclaration que devait faire la NASA. Donc entre-temps, elle a été faite, mais on n'en a pas parlé à l'antenne, il me semble. Non, ça me dit rien. Non, je m'étais moqué. Je m'étais juste moqué. Oui, c'est ça. Hein. Et je crois que tu avais raison sur ta moquerie. Oui, c'est ça. Hein, j'avais dit qu'ils allaient certainement dire qu'ils avaient découvert une vie microbienne sur une lune de Jupiter ou Saturne. Et ben, ça a été Encelade. Donc, et puis c'est de l'eau. Enfin, je sais plus. Je m'intéresse tellement peu à ce qu'ils annoncent. En tout cas, comme d'habitude. Avec la NASA, énorme annonce, énorme attente, et à la fin, ça fait pchit, pchit. C'est ça. Et c'est fou parce qu'on arrive même maintenant à prédire ce qu'ils vont annoncer. Ça se trouve, tu as des scénaristes qui écrivent tout ça. Voilà. D'ailleurs, si vous cherchez des scénaristes pour écrire les histoires de la NASA, hein, vous pouvez adresser vos demandes à Sylvano. Il est très fort. Je peux en écrire plein, moi. Ah bah c'est sûr. Bon, sinon, en info beaucoup plus sérieuse cette semaine sur UAT. Alors, cette semaine sur UAT, j'ai fait découvrir au groupe quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a à peu près presque un an de cela, Marc Gray m'avait demandé de faire une petite enquête sur une communauté italienne qui s'appelle Damano, qui est un éco-village qui s'est construit à peu près à 50 km de Turin, où il avait entendu des choses. Bon, après, Marc Gray, la géographie italienne, elle est pas très sublime. Donc, quand j'étais en vacances en Italie, il m'a dit, ah, mais tu peux pas aller passer faire un tour. Bon, j'étais juste à 900 km à peu près. Donc, je pouvais pas. Et puis même, j'avais un petit peu étudié sur le net Damanour, qu'est-ce que c'était? C'était quand même quelque chose d'assez fermé. Hein. Donc, c'est en fait un courtier d'assurance italien qui s'appelle Oberto Eirodi, qui a tout plaqué en 1977. Il a changé de nom. Maintenant, il s'appelle Falco. Et pour fonder justement cet éco-village de Damanour, qui est à peu près composé de 2000 habitants, qui a sa propre monnaie, ses écoles, ses lois, mais surtout, un truc de fou, quoi. Ils ont construit des temples sous la terre. Et donc, il avait créé ça un petit peu à l'arrache, et puis quand ce village a été découvert par la police italienne, ils ont dit qu'il fallait qu'ils partent, hein, et puis ils sont restés. Et puis finalement, pendant ce temps-là, ils avaient construit des temples enfuis sous terre. Bon, le plus grand à 72 mètres de profondeur. Je ne sais pas si tu imagines 72 mètres de profondeur. Donc j'ai publié des photos sur le groupe. Hein, je conseille à tout le monde d'aller les voir. Si vous n'arrivez pas à le retrouver, vous allez dans le groupe Les Chroniques de Sylvano, vous le retrouvez assez vite. Hein. C'est juste majestueux, quoi. C'est-à-dire que quand ça a été découvert, c'était tellement fantastique que même si ça avait été fait dans l'illégalité la plus totale, ils ont tout préservé. Maintenant, on l'appelle même la 8e merveille du monde. Il y a je crois qu'il y a 9 temples sous terre. Il commence à y avoir même des visites guidées. Mais Marc s'interrogeait parce qu'il y avait des rumeurs qui couraient que justement, il y avait aussi une porte dimensionnelle, une porte du temps à Damano. Et j'ai eu la chance en janvier, toi tu le sais Antoine, parce que je t'avais dit que j'avais parlé, j'ai trouvé par hasard sur EAT un membre qui habite là-bas. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que tu fous là-bas? Il m'a expliqué, j'ai entendu qu'il y avait une porte dimensionnelle à Damanour, je suis venu, ça faisait déjà 8 mois qu'il habitait là-bas. Et il avait tout plaqué parce qu'il n'avait pas beaucoup d'attaches en France, et puis il faisait partie d'un plan social, donc il en a profité. Alors certes, on peut en rire au départ, hein, car cette machine n'est pas du tout à la disposition de tous. Hein. Tu ne vas pas là-bas en disant coucou, je voudrais bien voir une machine du temps.
Mon interlocuteur m'a expliqué qu'il faut passer d'abord par une école de méditation, qui fait d'ailleurs le fondement même de Damano, faire des études de physique ésotérique, hein, et c'est assez long, quoi. Et donc, je lui ai demandé, mais est-ce que tu as rencontré des gens sur place qui ont vu cette machine? Il m'a dit, oui, il y en a qui disent qu'ils l'ont vu, qu'ils l'ont vécu, et je vais vous livrer ce qu'il m'a dit. Que les voyages se font nus. On se dématérialise en laissant une flaque d'eau. Il m'a expliqué que l'eau faisait office de compensation énergétique. On ne peut pas voyager si on est tatoué. Qu'il est plus facile de voyager loin dans le passé que proche dans le présent. Et que quand on part, on laisse le plomb des dents. J'en ai pas, mais je fais. Et les calculs rénaux, ça peut être sympa. Et que ceux qui sont partis ont suivi au préalable un entraînement de survie très poussé, hein, style commando. Ce qui peut paraître logique, parce que si on va loin dans le passé, vivre, je sais pas moi, dans la forêt, dans une forêt vierge, il faut pas y aller avec le costard cravate, quoi. Alors évidemment, mythe, légende, réalité, une chose est sûre, c'est que leur modèle écologique et économique a été primé par les Nations Unies, et leur œuvre, en si peu de temps, 1977, c'est rien, hein, c'est avant-hier, avec juste des pelles et des pioches, est juste extraordinaire, quoi. Donc je vous conseille vraiment de voir les photos de cette communauté. Il commence à y avoir des petits circuits organisés un peu sympathiques, c'est-à-dire un style, tu vois, spécialisés qui font sur Damanour 3 jours pour faire un petit peu rentrer aussi de l'argent dans la communauté. C'est quelque chose de fantastique. Et je continue à enquêter sur cette porte, si elle existe, parce que j'ai d'autres membres, hein, qui m'ont déjà expliqué qu'ils avaient déjà, eux, passé une porte du temps en Inde, et comment ça fonctionnait. Donc, on essaye de recouper des choses, et c'est aussi pour ça que ça m'a donné l'idée de créer UAT face à face, hein, pour justement faire parler ces membres et leur donner la parole sur des choses extraordinaires qui peuvent arriver un petit peu partout dans le monde. Alors, une question, Sylvano, ces flaques d'eau, elles reviennent ou... Non, c'est-à-dire que tu te mets, alors je sais pas comment ça se passe, mais tu serais dans cette porte dimensionnelle, et tout ce qui reste de toi, ce sera une flaque d'eau. Oui, mais ce que je veux dire, est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'ils reviennent ou ils partent définitivement? Ah non, ils reviennent. D'accord, ok, c'est pas... Tu sais, ça aurait pu être un subterfuge pour éliminer un certain nombre de personnes. Et puis dire, ils partent et ils sont dans le passé. Il reste des flaques d'eau. Non, ils reviennent. Bon, ceci dit, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à une série créée par Spielberg qui s'appelle Terra Nova, où en fait, pour pouvoir désengorger l'humanité qui était on va dire dans un proche futur très pollué, très toxique, etc., ils envoyaient les gens coloniser la Terre, mais des millions d'années en arrière, de façon à ce que d'ailleurs leurs projections en arrière ne viennent pas modifier le futur. Et ça ressemblait beaucoup à ce que tu décris. Pourquoi pas? De toute façon, tu sais, dans plein de séries, ils sont tellement au top au niveau ufologie, au niveau science, au niveau avenir, prédiction. On appelle ça science-fiction. Mais après, c'est dépassé, c'est plus de la science-fiction, quoi. Que pourquoi pas? Il m'a dit plein d'autres choses, hein, quand même, ce membre. Des choses un petit peu complexes, un petit peu beaucoup plus scientifiques en termes de physique sur les compensations énergétiques et pourquoi c'était beaucoup plus simple d'aller loin dans le passé que proche que proche dans un passé proche, je veux dire. Et il y a aussi que tout serait basé sur l'eau. Et là, ça rejoint un petit peu les travaux de comment il s'appelle, Jérôme Maury, qu'on avait reçu. Hein, tout à fait. Donc, on va voir s'il n'y a pas un lien de cause à effet et l'effet de l'eau, quoi. Après, quand on prend les travaux du japonais, là, Onito, sur l'eau, et quand on prend les travaux de Ben Evist, on s'aperçoit quand même que nous, qui sommes composés de 75% d'eau, il doit y avoir quelque chose quand même avec l'eau, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Ok, bon, bah, écoute, je te remercie. Donc, hâte de voir ce premier face-à-face que tu organises dans le cadre de UAT TV. Voilà.
Et puis j'en profite aussi pour te dire que tu as manqué un enregistrement que j'ai fait cette semaine et qui paraîtra courant du mois de mai. C'est une rencontre hors du commun avec le féminin sacré. Voilà. Eh ben oui, tu nous as manqué cruellement, hein. J'étais entouré de 4 spécialistes féminines et de Mouratka, voilà, qui était juste sublime au milieu de toutes ces femmes. Voilà. En tout cas, c'était une émission très intéressante, très dense, et qui vous permettra d'en savoir beaucoup plus sur le féminin sacré si vous êtes aussi béotien que moi sur le sujet. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas voulu. Comme j'étais aussi béotien sur le sujet, je me suis dit, deux béotiens, ça va se voir. Un, ça se verra pas. Oui, voilà. C'était à peu près ça. J'ai réussi à passer un petit peu inaperçu. Bravo. Ok. Bon, bah, écoute, merci. Et puis, les prochaines nouvelles du AT de la semaine prochaine sur la même chaîne, on va dire. D'accord. Et puis, on va accueillir notre ami Umberto Molinaro. Salut Umberto. Salut à tous, salut Antoine. Salut Umberto. Bon, ben Umberto, ça nous fait plaisir de te revoir en cette année 2017, puisqu'on s'était vu à la fin de l'année 2016. Je t'ai demandé de venir. Parce qu'il y a eu le premier crop circle de l'année, c'est ça? Je pense qu'il va nous en parler de mots, effectivement. Mais à la base, quand je lui ai demandé de venir, c'était surtout parce que à la fin du mois, tu participes à un congrès avec deux compères à toi, Jean-Michel Raoult, qui est un habitué de la chaîne et qui n'a pas pu venir ce soir parce que il a enregistré au même moment son direct sur LGC5, et Fabrice Bonvin. Et ça se passe dans les Alpes, c'est ça? Oui, c'est ça, à Thonon. À Thonon, au bord du lac, pas loin de Genève. Alors oui, c'est très bien, tu vois, on va être au bord de l'eau. Alors justement, je rebondis sur ce que tu disais, moi j'adore Masaru Emoto, avec ses expériences. Et oui, fantastique, hein. En effet, l'eau, c'est extraordinaire parce que, et d'ailleurs, en 1920, il y a quand même quelqu'un qui avait déjà pensé à ça, c'est Steiner. Il faisait déjà des cristallisations, tu vois. Et alors là, évidemment, Benveniste qui a découvert et qui a été lynché, comme tous les grands en France qui se font lyncher par leur propre. Et donc cette découverte oui, est extraordinaire, où on montre que l'eau, elle reçoit toutes les énergies, et notamment donc l'énergie vitale qui lui permet à ce moment-là de générer une forme de géométrie à l'intérieur. Et quand on la cristallise, en effet, si elle a une belle énergie, ben on va avoir des formes géométriques, des cristaux magnifiques, comme les petits cristaux de neige quand c'est de l'eau vraiment pure. Et par contre, évidemment, plus l'eau est dans un environnement négatif, moins elle sera vivante et moins elle formera de cristaux et de géométrie, quoi. Alors c'est vraiment quelque chose qui est imparable, quoi. C'est un peu comme les crop circles, c'est des choses extraordinaires qui sont des cadeaux pour notre société, quoi. Mais c'était toi d'ailleurs, Umberto, qui avait fait une expérience d'apporter une bouteille d'eau, le mettre au cœur d'un crop circle et ensuite de faire cristalliser ces molécules. Moi, je ne l'ai pas fait cristalliser parce que ça, c'est encore quelque chose, parce qu'il faut après un microscope électronique pour analyser tout ça, hein. Mais moi, je me souviens, l'eau, on l'utilisait souvent il y a très très longtemps déjà, lorsqu'on faisait par exemple des groupes de prière ou des choses comme ça. Parce que l'eau, quand tu la mets au centre, elle va enregistrer toutes ces belles énergies, et puis quand tu la bois après, évidemment, elle est chargée. C'est tout le principe des eaux comme à Lourdes ou ailleurs, hein, de toute façon. D'ailleurs, quand tu cristallises l'eau de Lourdes, elle est magnifique. Ça fait comme des petits chapelets de cristaux. C'est très beau. Non, parce qu'il me semblait que c'était toi, mais alors donc du coup, si ce n'est pas toi, ça doit être un autre. Et Patrice, peut-être. Ah, c'était peut-être Patrice Marty, c'est ça. Patrice Marty, ouais, ce serait plutôt dans son style. Et le cristal de l'eau avait pris la forme du crop. Ouais. Ah oui, alors là, c'est incroyable. Oui, c'est vrai, c'est fou. Il fallait qu'il y ait. De toute façon, il y a des liens de toute manière, même sans faire des choses trop exceptionnelles, mais évidemment,
il y a des liens très, très puissants puisque c'est une communication. Alors voilà, donc je voulais vous parler de ça puisque je vous ai entendu en parler tout à l'heure. Et donc on sera là au bord de l'eau. Et ce congrès, en fait, c'est congrès Oyosoi. Te dire Oyosoi, non, je sais pas. C'est donc une association qui travaille là-bas depuis longtemps. Et ils ont décidé de faire quelque chose de fort, quoi, puisque c'est sur 3 jours. Alors ça commence le vendredi 28 avril, le samedi 29 et ça se termine le dimanche 30. Et donc, il y aura pas mal de choses. Et il y a 3 invités, donc Michel, comme tu disais, Jean-Michel Raoul, Fabrice Bonvin et moi-même. Et le thème de la conférence, c'est élévation de la conscience planétaire par l'approche de la physique quantique. Voilà, ouais, tout à fait. C'est simple. Voilà. Bah, de toute façon, quand on parle des cristaux et de l'eau, des expériences de Masaru Emoto, on est en plein dans cette physique quantique nouvelle, formidable, ouverte. Et alors, le dimanche 30, là aussi, j'aurais dormi sur place, donc je serai à 9h30 avec la géométrie sacrée, le nombre d'or, la suite de Fibonacci. Donc, je vais parler aussi des crop circles, bien entendu, hein, puisque c'est à partir des crop circles que j'ai eu, enfin, la géométrie sacrée et surtout notamment nombre d'or, tout ça, je connaissais, j'avais déjà étudié ça depuis il y a au moins une 40aine d'années, hein, mais j'ai approfondi quand j'ai découvert. Oui, qu'elle était inscrite dans les crops. Ça me paraît intéressant de le dire parce que j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Alors, évidemment, quand je le dis, ça paraît d'une évidence à tout le monde, hein. Donc, peut-être que je suis le dernier des ploucs. Figurez-vous que pendant très longtemps, j'ai cru que les crop circles étaient, au niveau du nombre d'or, de la suite de Fibonacci, tout ça, était un enseignement. Au même titre que Léonard de Vinci, avec son nombre d'or, sa suite de Fibonacci, tout y est, hein. Au même titre que ce qu'on retrouve dans les cathédrales, puis etc. Tous les grands initiés qui ont voulu enseigner et qui mettaient tout ça dans leur tableau, Poussin, etc. Donc j'ai pensé ça, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que c'est même pas de l'enseignement, c'est que de toute façon, c'est impossible pour eux de faire autrement. Tu vois, c'est tout bête, c'est impossible. C'est-à-dire que nous sommes dans la matière. Donc, par exemple, dans la matière, tu fais un cercle, tu veux faire une figure géométrique intéressante avec le nombre d'or, etc. Bon, tu vas dessiner une étoile, tu vas faire un carré, tu vas faire un autre cercle en harmonie avec le premier, parce que tu as compris des choses des crop circles, tu dis je vais être subtil, puis tu bricoles là-dedans, puis après tu essayes de trouver des symboliques pour générer des énergies subtiles, etc. Des harmoniques, hein, comme dans les cathédrales, et puis tu es content de toi parce que tu as fait. Seulement, tu n'arriveras jamais au petit orteil de nos grands maîtres là-haut. Pourquoi? Parce qu'eux, ils travaillent autrement. C'est-à-dire qu'ils sont dans la lumière. C'est-à-dire qu'avec la lumière, ils te balancent des trucs qui sont faits de lumière, avec une pensée derrière, évidemment. Hein. Pensée très difficile à essayer de mettre des mots, hein, mais je mets ce que je peux. Et cette lumière, évidemment, fait que tout est en résonance, tout est prodigieux. Alors, évidemment, on se demande un petit peu, on dit, ouais, mais comment tu peux dire ça? Alors, j'ai trouvé un exemple intéressant. Imaginez un gamin qui va jouer du violon. Alors, il représente les humains, tu vois. C'est-à-dire qu'avec un violon, un gamin qui n'a jamais tenu un violon de sa vie, il va mettre en 3 secondes, tout le monde va lui sauter dessus, on va lui casser la tête parce que c'est pas possible. Parce qu'avec ses doigts, il va tâter sur la corde, comme il n'y a aucun repère, il va te faire grincer le truc, ça va être abominable. On est dans le même style, si tu veux. Tu fais devant le même gamin, tu proposes un piano avec les notes blanches, tu lui demandes de jouer sur les notes blanches. Et là, ça va calmer tout le monde. Parce que dès qu'il va jouer sur les notes, il peut faire ce qu'il veut, tout sera en harmonie. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il va faire une note, il va commencer par un do, un mi, un la. De toute façon, chaque note va être en harmonie avec l'autre. Pourquoi? Parce que ce sont des notes pures, représentées avec une vibration, une fréquence. Tu comprends? Donc, on peut imaginer, comme exemple, que nous, les humains, on est avec un violon, on essaye de structurer.
Tandis que de l'autre côté, ils nous envoient l'équivalent de ce qui est déjà structuré, tu vois, sous forme du piano, tu vois. Donc, ils envoient de la lumière. Donc, chaque fois qu'ils font un cercle, le deuxième cercle, il est automatiquement en résonance, en harmonique, tu vois, ou en suite de Fibonacci, ou en fractal, ou en nombre d'or, ou en ratio de toutes sortes, quoi. Parce que c'est de la lumière, et la lumière, ben voilà, c'est tout en subtilité de fréquence et de. Voilà. Je crois que j'ai été clair, c'est pas facile, hein. Ouais, ouais. Non, la réflexion est effectivement est intéressante. Tout le reste, ce ne sont que des pâles copies. On peut toujours essayer de copier, mais on n'arrivera jamais parce que c'est inépuisable. Quand on regarde et qu'on décode complètement un crop circle, il peut y avoir 200 cercles et ils sont tous dans l'invisible, évidemment, parce que ce sont les tracés régulateurs, donc ils ne restent pas toujours. Hein, et ces tracés régulateurs font apparaître des choses merveilleuses entre chaque cercle, quoi. Entre chaque cercle, il y a une belle histoire à chaque fois. Voilà. Chose que nous, on ne peut pas faire, ça demanderait, c'est trop fort, ça nous dépasse. Ça veut dire qu'on peut du coup déterminer les faux crops des véritables crops grâce à ça, en faisant cette étude? Bien sûr. D'ailleurs, un des faux crops que j'avais vu, beaucoup de gens s'étaient un peu extasiés dessus, et puis j'ai dit c'est pas possible, ça correspond pas. Alors ça peut être fait aussi par d'autres entités aussi, hein, faut prendre, mais ça correspondait pas parce que c'était une accumulation de symbolique, une accumulation, mais c'était pas une simple. En fait, un vrai crop c'est très simple, mais c'est un feu d'artifice, quoi, tu vois. Tandis qu'un faux crop, c'est quelquefois très compliqué, très complexe, mais bon, ça coince de partout, quoi, parce que c'est. Voilà. Mhm. Il n'y a pas cette poésie, il n'y a pas cette harmonique, c'est trop difficile de toute façon. T'imagines, dans un crop circle, les cercles, ils sont en rapport diatonique, tu vois, c'est de la musique, c'est de la fréquence. C'est ça c'est de la fréquence. Donc, quand tu utilises la musique, évidemment, et qu'elle est bien structurée, on a mis du temps, hein. Regarde, un truc intéressant, par exemple, si je parlais de nombre d'or, c'est que Pythagore, qui a découvert le nombre d'or, et qui a découvert non seulement le nombre d'or, mais en fait, il a développé vraiment les bases de la grande spiritualité judéo-chrétienne. Après, c'était repris, etc. Et puis, bon, eh bien, c'est Pythagore qui a découvert, qui a mis au point l'octave musicale, tu vois, les octaves, la décomposition avec les notes de musique, tu vois. Parce que tout ça, c'est lié. Il a étudié le nombre d'or et puis hop, les fréquences. Pourtant, il y a de ça plus de 2000 ans, tu vois. Moi, j'avais donc 2 autres points à voir avec toi. Et ensuite, j'aimerais faire intervenir Silvano sur les crop circles, parce qu'en fait, je ne connais pas son avis sur les crop circles. Je crois qu'on n'a jamais discuté crop circle avec Silvano. Avant ça, je peux te donner 2-3 petits détails. C'est que moi, je reste là-bas dans la région, parce que figure-toi que dans la première semaine de mai, juste après, j'ai 2 conférences dans le Jura suisse. Et puis après, bon, ça va. Après, j'ai Cluse aussi, et puis j'ai avec Isabelle, j'ai je sais plus le nom de l'endroit, mais c'est un repas ufologique. Donc il y a pas mal de choses, quoi. Mais tout ça, on retrouvera sur le site, hein. Sur mon site, je donne tout ça. Après, j'ai une conférence juste après à Calais, à Bordeaux, à Paris, et puis à Rouen. Donc voilà. Mais c'est sur le site. Tu passes à Rouen, tiens, j'ai même pas fait gaffe, tu passes quand à Rouen? Bah ouais, mais je ne l'ai pas noté encore. Parce que c'est le 4 juin. Et ça sera où à Rouen? Alors, je peux pas te le dire. Oh. Je suis mal organisé. Mais ouais, bah faut le dire, je suis mal organisé. En fait, je m'y prends un petit peu. Bah, j'ai le temps là. Attends, on est quand? Tu vois, c'est le 9 juin là. On est le combien? On n'est même pas. Regarde, on n'est même pas le 22. Ah Le ouais, on est en 22. avril. T'as le temps. Ah ouais, on est en avril. Couvre. Mais il faut qu'on s'organise nous aussi si on veut pouvoir venir te voir. Hein. Exact. Mais je vous promets, je vais m'y mettre ce week-end. Je vais taper tout ça. C'est parce que je veux toujours faire des beaux petits trucs, tu vois, des petits flyers, et puis ça me prend du temps. Alors, Ouais, mais qui sont très bien. Au moins les tiens de flyers sont nickel, tout est indiqué dessus, c'est très très bien. Ok. Alors, donc le deuxième point que je voulais voir avec toi, c'était SUV, l'émission que tu fais avec Sylvie. Ah oui, j'adore. Alors, on va en faire une avec Sylvie.
Eh bien, le 10 mai. Et ensuite, on fera une en juin. Alors, en juin, j'ai dû noter, c'est le 7. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'émission, SUV c'est l'acronyme de Sylvie, Umberto, et le V je ne sais plus. Vous, Ah ben oui, nous, Sylvie, Umberto et vous. c'est ça. Et donc c'est une émission mensuelle sur CTVM TV autour des crops. Oui, alors l'originalité de cette émission, de ce petit concept qui dure 1 heure, c'est que je rêvais de faire ça depuis longtemps. Parce que les crop circles, c'est bien, hein, faire une conférence dessus, c'est bien, mais j'en ai fait déjà, il y a déjà tout sur Internet là-dessus, hein, parce qu'en long, en large, en travers. Et ce qui m'intéressait le plus, c'est de développer de façon en plus intuitive, hein, ce que peuvent nous apporter dans notre quotidien, les crop circles, dans notre conscientisation, dans nos raisonnements, dans nos pensées, etc. Donc l'émission, on part sur les crop circles tranquillement, et puis tranquillement à chaque fois. Comme je le disais il y a très longtemps, dès qu'on parle de crop circle, on est dans une énergie subtile. Et alors moi, c'est amusant, je peux te le dire franchement. Chaque fois que je fais une conférence, je m'en fiche royalement s'il y aura 150 personnes, 120, ou s'il y aura 20 ou 10 personnes. Tu vois. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, je me rends compte, je le sais, évidemment, plus il y a de monde, mieux c'est, hein, ça c'est clair. Mais on n'est pas tout seul. C'est que chaque fois que je fais une conférence sur les crop circles, alors là, tu vois, eh bien, je me retire un petit peu, quoi, je m'efface un peu. Ils sont là avec nous. À chaque fois, il y a des médiums ou des clairvoyants, ils voient, mais ils voient pas que par exemple, un grand être bleu, tu vois, ou des êtres, non, ou des petits êtres qui se baladent, non. Ils voient aussi, la dernière fois, il y a 2 conférences en suivant, ils ont vu Sitting Bull. Sitting Bull, le grand chef indien, bon, mais Sitting Bull, ça m'étonne pas. J'en parle dans mon premier livre. J'ai retracé les 6 pages de son merveilleux discours qu'il a fait, qui est un des discours les plus beaux qu'on puisse trouver sur l'amour de la terre. Enfin, c'est énorme, quoi, tu vois. Et donc, pour moi, c'est une grande fête, même s'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais alors, au final, Umberto, quelle est la différence entre toi et Daniel Arendt? Parce que Daniel Arendt, il dit que les crop circles… Oh, pas pareil. Daniel Arendt, c'est un grand scientifique qui a passé sa vie à faire. C'est un scientifique de base. C'est un maître de conférence en physique, donc il a eu il a fait il a passé sa vie à faire de la physique. Ouais. Donc là, c'est bien. Oui, mais il dit que lui, il dit comme toi. Il dit que non, il dit pas comme moi. Non, il dit pas comme moi. Lui, il a repris tout ce que Steiner disait des petits êtres de la nature. Exact. Mais toi, un Sitting Bull, pour toi, c'est quoi alors? Ah, c'est pas un petit être de la nature. Pour toi, c'est un grand maître. Je ne sais pas à quel niveau il peut se situer en vibration, mais c'est un grand maître. Mais tu peux très bien avoir, il y a déjà des gens qui ont vu, mais ailleurs, à droite, à gauche. De toute façon, dans les conférences, il ne faut pas croire, tu as des désincarnés qui viennent, moi, je sais que le grand-père il est tout le temps là, quoi, tu vois. Je le sais par des médiums qui le voient ou qui me parlent, ils me disent tiens, bon, alors tu as des êtres, après tu as des êtres subtils, tu as des êtres subtils, de plus en plus subtils, et tu parles et ça, c'est je crois, dans toutes les réunions qui génèrent une énergie, tu vois. Tu as tous ces êtres. Mais bien sûr qu'il peut y avoir aussi, regarde, quand j'ai été visiter un crop circle avec toute une équipe, je crois que c'était il y a 2 ans, celle-là, oui, il y a 2 ans, il y a au premier crop circle qu'on a voulu voir, qui se trouvait à peu près à 300 mètres au bout d'un chemin, dès qu'on s'est mis en position pour démarrer sur le chemin, on était nombreux, hein, on était une trentaine, il y a une médium qui nous a dit il y a tous les petits êtres de la nature qui sont là, qui nous attendent. Et ils ont fait une haie d'honneur et puis ils nous ont suivis tout le long du chemin. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas eux qui font les crop circles, si tu veux. Mais ils participent à l'énergie des humains quand les humains ils ont décidé de faire quelque chose, quoi, tu vois. D'accord.
Mais ils n'ont rien à voir réellement par rapport. Donc c'est là la grande différence entre lui et moi, quoi. Moi, je parle vraiment des êtres de lumière, quoi. Chacun, il interprète après, hein, parce qu'ils ont besoin de petites mains aussi. Quand on parle d'extraterrestres, c'est toute une hiérarchie, quoi. Il y a des êtres subtils très hauts qui ont besoin d'être plus. Voilà, nous, on est presque le dernier maillon, mais on est des êtres de lumière, nous. Mais on est le dernier maillon, c'est-à-dire qu'on est dans la matière, donc on peut créer, donc on est là, nous, pour créer. Tu vois, voilà, on est les moissonneuses batteuses. On est sur le terrain. Et du coup, Sylvano, pour toi, les crop circles, ça représente quoi? Écoute, moi j'ai étudié un petit peu les crop circles avec Umberto, mais pas Molinaro, Umberto Baudo, hein, qui a essayé de reproduire les figures qu'il y avait dans les crops en les mettant en 3D. Hein. Et donc ça donne quand même des moteurs, à énergie, on va dire, infini, quoi. C'est-à-dire c'est un cycle qui s'arrête quasiment pas. Alors bon, évidemment, nous on est dans une densité de matière assez forte, donc à un moment ça s'arrête, mais c'est sûr que si ça se tournait, je veux dire sans friction dans l'espace, ça s'arrêterait jamais. Ça me fait un petit peu penser aussi aux élémens de plan qu'on avait retrouvé de la fameuse soucoupe volante d'Otis Kerr. Otis Kerr, je vais parler il y a 15 jours sur un reportage de notre ami Chris Esson. C'est aussi un mouvement rotatif inversé qui est un petit peu perpétuel. Donc, tu demandais tout à l'heure, Antoine, comment on reconnaît un faux d'un vrai? Déjà, rien que de deux choses. Dans un vrai crop circle, le blé continue à mûrir. Dans un faux, le blé, il est mort. C'est-à-dire que là où il est cassé. Quoi. Tu vois ce que je veux dire, Antoine? Oui. Parce que dans un vrai crop circle, c'est un petit peu là où c'est courbé, c'est un petit peu tendu, c'est un petit peu gonflé, comme un effet, on va dire, mixte entre de l'électromagnétisme et du micro-ondes. Mais le blé, il va continuer à grandir. Du reste, dans la plupart des cas, il grandit encore même plus haut que le reste du blé donne même plus d'épis. Ensuite, l'autre élément, c'est que des fois même c'est tressé, hein. C'est-à-dire que des fois tu as une ligne de blé qui est horizontale, l'autre ligne de blé qui est verticale, c'est un petit peu tressé comme un maillage. Donc ça, faire ça avec une planche. Oui, tout ça vraiment. Je crois que pour l'humanité, tout ça c'est dépassé depuis longtemps. Je crois, tu vois. Tout ça maintenant, c'est vrai que ça fait partie des choses qui sont maintenant rentrées. Quoi. On n'a plus besoin de le prouver, quoi. Pour toi, Umberto, mais si on faisait un reportage dans la, je sais pas moi, dans la rue. Non, on est obligé d'en parler, bien sûr. Ouais. Mais c'est acquis maintenant. mais pour toi, pour nous, oui, parce qu'on a étudié le sujet. Pour monsieur tout le monde qui n'étudie pas le sujet, hélas. Et après, Antoine, l'autre chose, c'est que le crop reste. C'est-à-dire que l'année suivante, tu auras toujours le dessin du crops, même si le blé va continuer droit. Quand tu vas raser, tu auras encore le dessin du crops. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas, comme disait Umberto, confondre un faux crop circle d'un vrai crop circle. Il pourra toujours y avoir 1000 milliards de présentements. Bien sûr. Tu peux toujours t'accrocher pour trouver un fantôme, ce qu'on appelle un fantôme, c'est-à-dire l'année d'après, tu peux toujours t'accrocher pour trouver le fantôme d'un crop circle fait avec des planches, tu vois. Voilà. Et après, moi, j'écoute tous les théories des spécialistes parce que tu peux que les écouter parce que eux, ils passent des heures et des heures et des années à étudier ce phénomène-là. Donc, tu as Umberto Molinaro, tu as Daniel Arendt, tu as Umberto Baudo qui a étudié tout ça. Moi, j'essaye de faire une analyse. La seule chose, moi, qui me gêne, c'est toujours dès qu'on parle d'être de lumière, c'est un petit peu, ça me fait penser tout de suite. Ouais, ça t'embête, ça, je le sais. Ouais, mais je le sais, c'est pour ça embête plein de gens. Et c'est pour ça que je fais mes petites émissions, parce que de toute façon, c'est ça l'essentiel. Le reste, on s'en fiche royalement, tu vois. Le reste, c'est quoi? Allez, on a compris, quoi, les petits dessins, les machins, les mètres, allez, ça fait le cercle. Mais ils s'en foutent aussi là-haut. Ce qu'ils veulent, c'est l'élévation de conscience. Il faut comprendre. Et tout ça, c'est des énergies. C'est des énergies qui font monter en puissance les champs les champs telluriques qui passent au niveau de tout ce qui est lieu sacré, puisque les mégalithes, c'est pour ça qu'il y a des crop circles dans ces coins-là. Donc ces crop circles sont là vraiment pour ensemencer la terre, pour remonter tous ces niveaux électromagnétiques, si tu veux, et puis de lumière et de vibration, on va dire, subtiles.
et en même temps sur l'humain, quoi. C'est-à-dire que ça travaille au niveau inconscient, ça travaille dans son corps, ça travaille à plein de niveaux. Mais le but, c'est surtout ça, c'est l'élévation de conscience, parce que les humains, ils sont en retard d'un train, là, et il faut pas qu'ils ratent. Et Ouais. plus vite Alors, justement, on y sera, mieux ce sera, quoi. mais bien sûr, Et Umberto. ils nous ont toujours aidés. C'est eux qui ont travaillé sur, qui ont, on va dire, suggéré tout ce qui se passe au niveau des pyramides, ce qu'il y a eu dans l'Atlantide, et ce qu'il y a eu tout le long de notre vie, parce que ils ont toujours été, ils sont derrière les humains pour nous. Alors après, il y a encore d'autres choses, mais eux, ils sont derrière nous. Chaque fois que tu as un grand scientifique qui découvre vraiment le truc super et qui continue là-dedans, bah attends. Ou même Léonard de Vinci, tout ça, ils sont au-dessus, ils te soufflent, c'est eux qui t'inspirent, tu vois. Oui, mais Umberto, il y a juste un problème, quoi. C'est que s'ils sont si Ouais, puissants que ça, s'ils sont si êtres de lumière que ça, s'ils sont là pour ouais. nous éveiller et nous inspirer, je veux dire qu'ils démissionnent, quoi, qu'ils changent de métier, qu'ils fassent autre chose. Pourquoi? Parce que ben, quand tu vois l'état de la Terre, 8 milliards d'habitants, 2 milliards qui meurent de faim, 2 milliards qui Et sont en guerre, justement, 2 milliards qui savent justement. pas le matin quand ils se lèvent de quoi ils vont manger le soir, Mais il y non, a un problème. Tu vois, mais tu vas non, parler de ces non. gens-là d'élévation de conscience, alors que quand tu prends la pyramide de Maslow, Ouais, ouais. tu sais, toi, Mais, t'es mais tranquille, putain, tu sais le soir ce que tu sais en te levant le matin que tu vas manger, quoi. ouais, mais C'est pas oui, la mais majorité. Donc comme là, il disait, y a un gros problème. comme- Si tu parles de ah ouais. planificateur, Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de ah problème. si, ah si, Comme disait Jésus, tu dois aimer ton prochain. C'est-à-dire que ça n'a ça, rien à c'est la voir. meilleure. Si, ça veut Non, dire que tu fais ce que tu peux dans ton environnement, et celui qui est proche, eh ben, il fera dans. Et de fil en aiguille, tu touches le plus éloigné de toi, parce que tu peux pas toucher tout le monde. Mais c'est le prochain qui compte. C'est-à-dire que tu travailles avec ce que tu peux. Et alors puis, ceux qui cette travaillent énergie, aujourd'hui c'est comme les crop ici, circles, l'énergie, elle envahit petit à petit. Regarde les animaux, qu'est-ce que tu crois? Ils ont super évolué depuis qu'il y a les crop circles, et la Terre aussi, le végétal, tout ça, on le sent, il se passe des choses, c'est énorme. D'ailleurs, la vibration qu'on appelle la résonance de Schultz, elle est passée des années 80, elle était à 7,8 Hertz, petit à petit, maintenant elle est presque à 13, tu vois. Et ça veut dire qu'elle correspond à une résonance harmonique de notre cerveau qui, d'habitude, si tu veux, le 7,8 Hz, ça correspond vraiment à la méditation presque profonde, hein, ce mais qui fait tu que vois, tandis que maintenant, à 13, on y est déjà, quoi. Ce qui fait ouais, que c'est ça. le peuple, il monte. Le Mais, peuple, il monte, même s'il ne le sait pas. C'est-à-dire que sa conscience, regarde les animaux, grâce à Internet, on voit des choses extraordinaires entre eux, quoi. Et les humains seront ils changent. D'ailleurs, il se passe des trucs. Il y a des gens, ils tombent du grenier à la cave, là, parce qu'il y a des coups émotionnels qui arrivent de plus en plus. Il y a un profond changement. Il y a de plus en plus, moi je le vois depuis 12 ans que je fais des conférences, mais ça n'a plus rien à voir. Les gens, je sens, ils ont une maturité, une mais, élévation mais, subtile de la conscience. mais une évaluation subtile de la conscience, parce que toi, Même s'ils savent rien, même s'ils savent rien. Regarde les tu petits fais des enfants qui restent. conférences, tu fais des conférences dans des pays riches où les gens, ils ont de quoi manger, ceux qui viennent à des conférences. Je veux dire, Ouais, mais le jour où tu tu devras peux faire pas des venir à conférences ça. L'un n'empêche pas l'autre. en Voilà. Afrique ou en Asie, Mais l'un tu vas n'empêche parler pas l'autre. de Il faut des conscience. locomotives pour tirer les wagons, si tu veux. Si on décide de tous être des wagons, bah, il n'y a plus personne qui va nous tirer. Non, non. Il faut que tout s'élève, mais tout s'élève à un certain niveau. Ben, écoute, de toute façon, comme disaient les druides, hein, pour faire un bon mur, il faut des grosses pierres, mais il faut aussi des petits cailloux. Il faut des pierres moyennes, et puis des petits grains, et puis du sable, et puis des choses subtiles. Et si tu enlèves les petites choses petites, toutes petites, et ben petit à petit, les grosses pierres vont tomber. C'est une grande cohérence. Le monde est en grande cohérence, c'est tout. Chacun son tour. Qui te dit que moi, j'ai pas été dans des vies antérieures, et toi-même, on a vécu toutes ces expériences, et on n'a pas fini. Les gars, et soyons sages pour ne pas, ne pas devoir Moi, se je ringuer. connais aussi des hauts lieux énergétiques. Je connais des hauts lieux énergétiques. Ça fait 3 semaines qu'on travaille avec un petit groupe sur un haut lieu énergétique. Il n'y a pas de crop circle là-bas. On l'a libéré, ce haut lieu énergétique, et on n'a pas eu besoin. C'est, on va dire, les êtres de lumière de ce haut lieu qui ont eu besoin de nous, petits humains, et pas l'inverse. Tu vois. Donc, moi, je ne suis pas toujours d'accord de rabaisser De l'être quoi? humain. Je pense que l'être humain, il est bien supérieur à bien des êtres des lumières. Ah ouais, d'accord. Bah écoute, hein, Bah oui. chacun son. Ouais. Ouais, je pense que le problème là-dedans, c'est que on n'est pas sur la même ligne temporelle que
on va dire les aides de lumière, si aide de lumière il y a. C'est-à-dire que nous humains, on veut que tout se passe vite. Donc c'est-à-dire que quand on entend parler d'élévation, de conscience, de tout ce que vous voulez, on a l'impression qu'il faut que ça se fasse en 2 ans, 3 ans, en 10 ans, et qu'on se donne des bornes. Non, si ça se fait, ça risque de se faire peut-être sur 10 ans, 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, voire peut-être même 1 million d'années. Le problème, voilà, c'est. Je pense qu'on ne peut pas jauger de la même façon ce qui peut advenir avec ce genre effectivement d'énergie qui est apportée à la Terre à travers les crops et puis donc tout ce qui se produit autour, et puis s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose dans 3 jours. Donc pour moi, vos 2 discours sont compatibles. Et puis, il faut prendre son pied tous les jours, dès le matin, quoi. Je veux dire, et demain, ce sera autre chose. Tout change, tout est, voilà. Et on n'était pas plus mal il y a 50 ans. Et moi, j'ai de très bons souvenirs. Mais à chaque fois, on avance et en fonction. Et alors, bon, ben, et ceux qui avancent pas, bah, c'est tout. Ils se débrouilleront. Après, chacun vit ses propres élévations de conscience, ses propres schémas qui vont tomber, les vieilles croyances, les vieilles blessures. Enfin, il y a un boulot énorme. Ce qu'il faut, c'est avoir beaucoup d'humilité dans tout ça et puis faire confiance à tous ces gens qui, moi, je travaille énormément avec les autres, c'est-à-dire en lien avec les autres. Quand je vais dans les crop circles, je ne vais pas tout seul. J'aime bien avoir des groupes maintenant et c'est ça qui est formidable. Et dans ces groupes, tu as des gens qui sont sensitifs, qui sont médiums, etc. Et c'est eux qui apportent le plus de choses parce qu'ils ont des visions. Et quand je parle des êtres de lumière, bah, je peux te dire que je connais des gens qui captent carrément, qui canalisent ce qu'ils disent. Et j'ai une amie aussi qui carrément, elle peut même leur poser des questions maintenant, et voilà, elle peut écrire des bouquins avec tout ce qu'elle reçoit, mais voilà, c'est tout. Tu vois, donc travaille pas sur du vent, tu vois, travaille sur. Moi, j'ai mis, ça fait 15 ans que je fais des conférences sur tout ça, donc ça fait presque 18-20 ans que je foule les crop circles, et en fait. J'ai beaucoup changé, pas mon point de vue, mais j'ai affiné. Mais il y a quelques années, j'aurais jamais tenu ce discours parce que j'attendais d'avoir quand même des éléments. Donc au début, j'étais très comme tout le monde, j'essayais une vision beaucoup plus scientifique, beaucoup plus mesurée des choses. Maintenant, j'ai suffisamment d'éléments. Sur les 200 crop circles, même plus de 150 que j'ai foulés, je veux dire, il nous est arrivé d'être tellement d'aventures et d'éléments, et on a eu tellement de choses qu'on se rend compte qu'à un moment donné, bon, ben, il faut passer à la vitesse supérieure. Mais on parle qu'à ceux chez qui ça résonne, évidemment. Quelqu'un qui a jamais gratté un petit peu dans le spirituel, etc. Il faudra qu'il passe par d'autres cheminements parce que ça va lui paraître complètement. Il va dire c'est quoi? C'est des illuminés, quoi. Il nous parle d'être de lumière. Enfin, quand je dis être de lumière, il y a plein de noms. Hein, tu peux mettre plein de noms. On va dire des êtres qui sont dans un autre plan dans une autre dimension, dans un autre plan, et qui peuvent travailler sur nos corps subtils et être en relation avec nous à travers les énergies et tout ce qui est vibratoire, tu vois. Là-dessus, je suis d'accord à 100% avec toi. Ça fait très longtemps que je travaille aussi avec des médiums, des gens qui ressentent les êtres de lumière, comme je connais aussi plein de gens qui se sont fait avoir par plein d'êtres de lumière qui se font passer par. Ah oui, bien sûr. Donc moi, tout ce que je dis, c'est que si c'est des planificateurs qui démissionnent parce qu'ils ratent leur truc. Voilà. Pas forcément, c'est encore une fois, ça peut. On sera peut-être pas de ce monde-là quand les résultats commenceront à poindre. Tu vois, c'est le problème là, on peut pas être aussi catégorique. Qu'est-ce que tu attends comme résultat? Qu'est-ce que c'est le résultat? Le résultat, c'est le chemin, c'est pas le point vers lequel on va. Tu sais, c'est comme celui qui fait 2000 km pour aller boire une bouteille de Coca-Cola, au bout. Non, c'est le chemin qui fait. C'est Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est pas d'Arc Saint-Jacques, c'est tout le chemin que tu as fait. Si ça a duré 30 jours ou 60 jours, c'est les 60 jours qui comptent. C'est pas quand il va mettre le pied sur la basilique de Saint-Jacques. Je crois qu'on n'a rien à attendre. C'est notre vie de chaque jour. C'est ce qu'on est en train de faire à l'instant maintenant. Oui.
C'est ça qui est génial. C'est des planificateurs, on va dire, capitalistiques, quoi. C'est-à-dire, c'est des planificateurs qui s'adressent que à la ligne. Mais non, ils ont tous. Mais non, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Puisque chaque jour qui passe, il y a de plus en plus de gens pauvres, de plus en plus de gens qui meurent de faim. Mais non, et il faut pas mélanger. Jamais avoir accès à ça. Mais il faut pas mélanger. Ils ont accès à autre chose. D'ailleurs, ils n'ont pas attendu après nous en Australie. Ou en fin fond de l'Afrique, ils n'ont pas attendu après nous pour vivre des choses bien plus qu'on commence nous simplement à vivre, les chamans, etc. Et je suis pas sûr que dans les pays dits qu'on appelait à une époque tiers-mondistes, etc., qui soient aussi malheureux qu'on le croit. C'est pas dans ces pays-là où il y a le plus de taux de suicide, par exemple, et le plus de consommation d'anxiolytiques, etc. Bien sûr, faut pas faire. Moi, je crois que les humains en France, les Français sont ceux qui utilisent le plus de produits neurologiques là, je sais plus comment on appelle ça. Mais si, t'as des gens ils ont rien, mais ils se suicident. Arrête, t'as des gens ils ont tout, ils se suicident. Puis t'as des gens qui ont rien, ils sont dans l'amour, ils sont dans le sourire, ils sont dans la joie de vivre. Et puis voilà. Mais si. Mais rien à voir. Faut pas mélanger le spirituel et le fait que tu me racontes que y a des capitalistes d'un côté et puis des gens qui meurent de faim de l'autre. Je veux dire, t'as raison, mais ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec les êtres de lumière, ça n'a rien à voir avec le discours, ça n'a rien à voir avec tout ça. Alors si pour toi t'es content qu'ils réussissent leur élévation, voilà, c'est ton avis. Moi, c'est pas le mien. Mais parce que je te dis que si tu veux, ceux qui peuvent faire quelque chose pour la planète, c'est pas les petits qui crèvent de faim. Ceux qui peuvent aider la planète, c'est justement les nantis et ceux qui vivent dans les grosses villes industrielles et qui ont tout le jour où ils auront la conscience et qui, au lieu de mettre l'argent là-dedans, ils vont dire mais ça y est, on a compris, on va aller travailler l'Afrique au lieu de l'exploiter. Je crois que c'est là. Et ceux qui ont l'argent, c'est pas les petits qui crèvent de faim, c'est les autres, ceux qui sont dans les grosses villes industrialisées et à commencer par l'Angleterre, tu vois. Voilà, c'est tout. C'est là-haut qu'il faut que ça bouge. Alors, moi je voulais aussi voir la partie du premier crop de l'année, mais là, vu le temps qu'on a passé à discourir là-dessus, je vous invite directement à aller sur la page Facebook de Umberto, où voilà, il en parle très bien, ce crop qui est en face du cheval blanc, hein, c'est ça Oui, le Chair Hill. D'ailleurs, c'est amusant parce que c'est vraiment là que j'ai vu mon premier fantôme. Mon premier crop, que j'ai cru d'ailleurs que c'était un crop, et puis en fait, j'ai appris plus tard que c'était en fait un fantôme. Je comprenais pas, je me disais mais c'est pas possible cette forme. Et en fait, c'était un fantôme. Donc voilà, il y avait un petit camping là juste derrière le Chair Hill, le cheval. Comment tu les appelles les fantômes, les Ghost Circle? Les ghosts, on pourrait les appeler les ghosts. Ouais, alors pour les gens qui comprennent pas trop, ce qu'on appelle fantôme, c'est lorsque l'année d'après, il y a à nouveau le dessin du crop circle qui réapparaît, mais de façon plus fantomatique, puisqu'il est moins détaillé. Il réapparaît parce que les énergies font que la Terre n'est plus la même à cet endroit-là. Donc, les anomalies de la culture vont faire réapparaître le crop circle. En tout cas, voilà, je pense que le sujet crop est un sujet qui est passionnant, donc on peut suivre tous les mois sur CTVM TV, ou qu'on peut suivre en fonction de tes pérégrinations à travers la France et donc de tes conférences. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à découvrir sur ce sujet-là. Énormément à l'intérieur de soi. Eh bien, écoute, Sylvano, j'aurais aimé aller plus loin avec toi, mais tu vois, c'est quand même bien ce qui s'est passé parce que chacun, le but, c'est de s'élever en fonction de soi-même par rapport au discours qu'on aura. Alors, ça se passe quelquefois bien, quelquefois moins bien, etc. Mais ce qui est important, c'est petit à petit que les gens se parlent. Moi, je vois qu'en France, je vois souvent, mais ils se parlent pas, ils osent pas, tout est tabou. Ah ouais, je le sais, toi, ouais. Ah ouais, mais c'est ça qui est bien, tu vois. Et avec les crop circles, j'ai l'impression que tu peux parler après de plein de choses, mais tu es dans une ambiance, de toute façon, qui fait naître le respect de chacun, parce que c'est ça le vrai but de la vie, c'est d'être heureux ensemble quand on se retrouve et puis quand on partage, tu vois. Et ça, c'est tous les jours, quoi, du matin au soir.
Mais enfin, une émission spéciale, toi et moi, on parlera, parce que je t'avais déjà dit, mais tu as déjà oublié, on s'était déjà vu, et je t'avais dit, on parlera de l'analyse du crop de Shibolton. Ah oui, je suis Volta. Bah oui, il y a peut-être des tas de choses. Ah, Il y avait- ah, ah, ah. Ok, alors, bon, ben on, je- je- on va conclure avant que ça explose. Alors, changement de décor pour Umberto, qui a eu un petit souci technique. Donc voilà, on retrouve Umberto. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce premier crop de l'année, voilà, vous allez sur le site de Umberto ou sur la page Facebook d'Umberto. Donc, avant de te laisser repartir dans tes pénates, cher Umberto, je voulais changer complètement de sujet et te faire écouter, déjà, voilà, ça tombe bien, et te faire écouter un petit quelque chose. Et tu vas nous dire ce que c'est. Alors, attends, hop. C'est quoi? C'est de la Ça. musique? Ah ben, T'es pas encore en tu- train de me refaire des petites farces là sur un. Non. Justement, tu vas nous dire. T'es un spécialiste, toi, pour me mettre en boîte Tu vas là. nous dire qu'est-ce que c'est que cette histoire. Allez, j'y vais. Allez. Faut pas demander. Ah, ça c'est ma fille. Well, I was standing on the bouncing door, watching Planet Mate. The best things in life ain't free, and it wasn't on that day. When it was back to black and white to white, as I lay on the kitchen floor. But it's high time to get over you when I tell you're gonna score. Well, now the best things in life ain't free, that it's one thing that I know. Could it be the land, the life I live? I say no. When does the water run, baby? When the river runs dry. When does the water run, baby? When you wipe your eyes. Do you think I'm crazy? Why don't you stand by your guy? When does the water run, baby boo? When does the water run, baby boo? When does the water run, baby boo? When the river runs dry. Bah alors, Umberto, il y a du talent dans la famille. Alors elle est allée aux États-Unis pendant 3 mois là. Et elle avait enregistré avec un copain des termes parce qu'elle fait des chansons françaises et puis là elle avait enregistré des chansons donc style en anglais et elle a ramené des images de son voyage là-bas et elle s'est fait un petit clip pour s'amuser, un truc complètement décalé par rapport à la musique évidemment avec ce qu'elle avait, tu vois. Bon alors c'est le gros nounours, c'est le français, chacun poétique, amusant. Donc voilà. Tu viens d'où? Tu viens d'Italie? Tu viens d'où? Alors moi je suis né à Lille. Ah, Mais mon père est toujours italien, hein, c'est San Daniel del Friuli à Udine. d'accord. C'est du côté de Venise là-haut. Je connais. Ah ouais, c'est là où il y a eu les tremblements de terre, Gemona, tout ça. Donc voilà, bon, c'était le petit clin d'œil. parce que Ah, vrai c'est un que, beau clin d'œil, je te remercie, ça m'a fait plaisir. La dernière fois que tu étais venu, quoi, même la fois d'avant, on avait mis ton fameux groupe des années 80. Ouais, 80, début 80, ouais, super. Ah oui. Ah ben là, écoute, Louise, elle fait des tas de choses. Elle est repartie sur Paris, elle fait des castings fait du théâtre, elle fait du cinéma, elle fait un peu de tout, elle fait tout ce qu'elle peut pour prendre son pied et puis voilà. Donc c'est un patron qui change tous les à chaque fois c'est un nouveau truc. Hein. C'est une vie de galère aussi, hein, parce qu'elle fait énormément de choses. Ah ouais, c'est une vie de galère, mais bon, ça avance, elle fait des bons trucs, quoi. Il y a de temps en temps un truc qui sort. Là, elle va jouer elle va faire un truc intéressant avec le. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Là. C'est celui qui a des petites lunettes, le magicien là. Ah, Harry Potter. Ah, Harry Potter, ouais. Alors, il existe d'après ce que j'ai su, ils font des petits films d'une demi-heure qui sont des compléments de vie, par exemple sur un des personnages, tout ça. Et là, elle a dégoté un rôle. Pour faire un spin-off dans Harry Potter. Elle a joué la mère d'un des personnages qu'on voit dans Harry Potter. Ouais.
ouais, c'est des compléments, c'est des trucs qui viennent en plus pour les amateurs de Harry Potter. Tu sais, il y a des films, pas des films de 3 heures, mais des petits bouts de films sur des personnages. Donc, c'est intéressant, quoi. Tout en anglais, là, du coup, aussi. Tu vois, c'est pour ça que c'est bien qu'elle parle anglais, qu'elle fasse tout ça. C'est pour multiplier ses chances de pouvoir faire des choses là-dedans, dans ce milieu. C'est sûr. Bon, voilà. Bon, en tout cas, il y a du talent dans la famille Molinaro. Ça, c'est sûr. Umberto, on te remercie d'être passé nous voir. Mais c'est moi qui vous remercie. Mais c'était un bon moment. Alors, Silvano, ci vediamo forse un giorno. Ma sì, certo di sì. Et j'ai fait 6 conférences en 6 jours en Italie. Hein. Ah oui? Ah oui, je t'ai pas dit. 6 Ah jours non. en suivant. Ah bah, c'est génial, mais alors c'est l'organisatrice qu'il faut remercier parce que Paola, elle a assuré. Tu vois, j'avais que 6 jours, 6 conférences. Et c'était génial. Alors j'ai tout fait en italien, des petites conférences quand même de 2h30, quoi. Et c'était waouh. Mais t'es dans l'énergie là-bas, donc tu retrouves tous tes mots, tu retrouves tout. Hein. Puis, Ah, moi, je te mettrai en relation, si tu veux, avec des gens qui organisent des conférences en Italie, parce que je les connais, j'en connais beaucoup. Ah ouais, moi j'adore. Hein. Ouais, J'adore. d'accord. Euh, On est C'est du amis sur bonheur. Ils sont Facebook. hyper réceptifs, les Italiens. En tout cas, j'adore. Ouais. Mais bon, c'est nos cousins, quoi. Et puis, ils font surtout des super conférences, quoi, en mélangeant justement plein de gens qui viennent d'entités différentes. Là, il y en avait une, par exemple, en septembre, à Pescara, sur 3 jours, où il y avait un monde fou, quoi. Il y avait Mauro Buglino, Ah ouais. il y avait Corrado Malanga, et il y en avait plein d'autres. C'est juste exceptionnel. C'est chouette. On va faire dans l'international. Mais tu as raison. Après la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, la France et l'Italie. Voilà. Ah, après, il nous Ouais, reste. il reste tous les pays anglo-saxons, mais là, il me faut un interprète parce que je suis trop mauvais en anglais. Il aurait Oui. fallu que je fasse comme ma fille, tu vois. Ok. Bon, ben, Umberto, je te dis Antoine, merci. Merci, Antoine. à très bientôt À très bientôt. et peut-être sur Rouen début juin. Au revoir à tous. Salut Humberto. Ok. Eh bien, écoutez, on va passer avec la belle Aurore. Salut Aurore. Alors, Aurore, donc cette semaine, tu es venue nous présenter un nouveau magazine que je ne connaissais pas et qui s'appelle Respire. C'est le numéro 2. Alors, avant que tu nous présentes ce magazine, je tenais quand même à te renvoyer les compliments de Roxa Hucker. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir le numéro 50, qui a vu ta présentation de son magazine et qui a été sous le charme. Voilà. Voilà, il a dit Mais je- vous avez plus besoin de moi, hein, vous invitez Aurore, c'est fini. Alors, j'ai pas eu l'occasion de remercier tout le monde parce que j'ai regardé le numéro 50 avec beaucoup de plaisir et vous avez été tous vraiment très gentils. Hein. Vraiment, c'était super. Merci du fond du cœur. Ça m'a beaucoup touchée en tout cas. Donc maintenant, pour en revenir à Respire, est-ce que tu l'as d'ailleurs le magazine là sous la main? Absolument. Alors, moi, j'étais très touchée par ce magazine Respire. Parce que, alors avant tout, j'ai beaucoup aimé la couverture qui est très printanière, qui est très colorée, qui m'a donné vraiment envie de prendre ce magazine dans les mains et d'aller voir un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Et donc, j'ai appris que ce magazine numéro 2 de Respire, qui est du mois de mars-avril, c'est en fait un dernier-né de Happiness. Hein. C'est Happiness qui a conçu ce magazine. Et toujours un peu dans la même énergie, avec beaucoup de traits lumineux, avec des choses super intéressantes. C'est très bien fait, c'est très bien conçu. On y retrouve beaucoup de choses. Donc, on va retrouver à l'intérieur 5 rubriques différentes. Et dans ces 5 rubriques, il y a énormément d'articles très intéressants. Donc, on a un choix vraiment très important. Et c'est vrai que en plus, moi, j'ai senti avec ce magazine qui nous donnait vraiment envie de le prendre sous bras et d'aller se promener au bord de l'eau ou dans un joli parc ou en ville.
ça donne vraiment l'envie de marcher, de respirer. Voilà, là on voit les différentes rubriques. Donc il y a bien-être, art de vivre, pleine conscience, créativité et évasion. Donc il y a vraiment de quoi nous faire vraiment plaisir et chacun peut y trouver quelque chose qui va vraiment lui parler, qui va vraiment faire écho en lui, qui va vraiment résonner en lui. Alors moi, par rapport à ce numéro-là, j'ai aimé énormément de choses, mais ce soir, je ne pouvais pas parler de tout, parce que voilà, je vous laisse découvrir avec beaucoup de bonheur. Moi, j'ai aimé un article dans le bien-être qui dit « Dites oui, s'ouvrir au monde de possibilités ». Parce que c'est vrai que dans la vie, très souvent, on n'ose pas dire oui à la vie, on n'ose pas se lancer, on n'ose pas faire des choses. On a peur, c'est à la page 26, on a peur de dire oui à la vie avec son cœur, parce que parfois la vie nous permet de vivre des choses au-delà de tout ce qu'on peut imaginer si on se laisse vraiment simplement aller. Et comme par exemple, je ne serais peut-être pas ici en train de faire cette chronique ce soir si je n'avais pas dit oui à Antoine. Et donc parfois il faut se laisser dépasser, il faut se laisser porter par la vie et ne pas mettre des peurs, des barrières. Donc là il nous dit dans cet article d'être courageux, de sortir des sentiers battus, d'aller aller justement vers d'autres choses, ainsi que se faire de nouveaux amis. Finalement c'est d'être heureux. Parce que voilà, c'est aussi important d'innover et quand on innove, on a aussi beaucoup de plaisir à le faire, de passer à autre chose, ça c'est très important, d'apprendre aussi à se connaître, d'apprendre aussi à comprendre aussi lorsqu'on se lance des nouveaux défis, ce que ça peut nous apporter également. Et on peut aussi ainsi nous enrichir à travers le fait d'avoir réussi à dire oui à la vie, dire oui tout simplement. Donc ça, c'est super important. Et cet article nous l'explique vraiment d'une façon très clairement. Ensuite, dans l'art de vivre, j'ai choisi un article qui est lire à haute voix. Parce que lire à haute voix, c'est quelque chose qui est très important. On ne se rend pas compte que lorsqu'on lit dans notre tête, ça ne résonne pas de la même façon que lorsqu'on lit une histoire à haute voix. Et même si on est tout seul, même s'il n'y a personne autour de nous pour nous écouter, le fait de lire à haute voix, ça va nous permettre quelque part de nous donner de la force, du courage, même après pour parler en public, pour faire de magnifiques discours. Et là, dans cet article, on parle d'hommes politiques merveilleuses qui nous ont laissé vraiment dans notre cœur très profond, comme Martin Luther King, I Have a Dream. Voilà, j'ai un rêve, et qui a fait aussi couler beaucoup de larmes sur le visage de beaucoup de monde, et qui a été vraiment un discours extraordinaire. Donc, de lire à haute voix permet aussi ensuite de vivre des choses incroyables. Alors, je ne sais pas si Antoine ou Sylvain, ça vous arrive de lire à haute voix quelquefois. Non, moi j'ai horreur de ça. Et ça m'insupporte. Vraiment. Et toi, Sylvanou ? Et moi, je ne lisais jamais à haute voix avant que la grande Elisabeth de Caligny m'a dit que certains livres ne se lisaient que à haute voix. Donc voilà, je l'ai écouté depuis. Et donc du coup, ça t'a changé quoi ? C'est tout à fait différent, effectivement, je confirme. Et pourquoi, Antoine, c'est quelque chose qui te dérange de lire à haute voix, si je peux me permettre de te poser cette question peut-être indiscrète ? Parce que déjà, il met un mois à lire un livre, alors tu penses à haute voix. C'est un peu ça. Mais d'un autre côté, c'est vrai que je n'ai jamais fait l'expérience de lire à haute voix, on va dire en conscience, dans la lignée de l'article que tu viens de présenter. Il y a peut-être effectivement un intérêt, mais je pense que du coup c'est peut-être plus sur des textes philosophiques, peut-être plus sur des textes qui sont profonds. Voilà. Oui, c'est sûr, c'est pas de la science-fiction. Voilà, pas se lire des fumetti ou des mangas à voix haute, ça sert à rien en fait. Non, mais je comprends. Et ça m'a fait sourire aussi parce que pour prendre la parole en public, il y a quelque chose qui est très sympathique, c'est de lire des phrases qui sont impossibles à lire, comme « 16, Jacinthe, sèche dans 16, sachet sec ». Je ne la répéterai pas.
Voilà, c'est des choses vraiment assez incroyables et qu'on doit s'exercer à lire plusieurs fois, comme dis donc Dina, dis donc du dos d'un dodu, dis donc, mais et en fait c'est voilà, c'est là qu'on arrive après à comprendre à quel point c'est pas évident non plus de lire à haute voix effectivement et de parler en public et voilà. Mais en tout cas, c'est très 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 intéressant comme article. On y apprend beaucoup de choses. Et voilà, et voilà. Et puis il y a une jolie image d'Alice avec un joli petit lapin. Si c'est produit par Happiness, effectivement, le magazine est illustré à la perfection. D'ailleurs, je suis tombé sur un article là, tout à l'heure en le feuilletant rapidement. Je ne sais pas si tu as eu le temps de le lire. Il a vraiment l'air très sympathique. C'est Au bonheur des mini-jardins. Oui, alors il y a vraiment, alors c'est vrai que ça nous permet effectivement de regarder comment chez soi on peut se permettre de faire des choses toutes simples. Effectivement, il parle que c'est très thérapeutique, que c'est très relaxant, c'est très gratifiant, que ça permet de réveiller l'horticulteur qui sommeille en nous. Voilà, on parle de créer un terrarium. Et voilà, vous vous sentirez mieux, votre maison sera plus verte, effectivement. Et ça apporte cette petite touche de couleur, c'est merveilleux, c'est super joli en plus, hein, ce qu'on arrive à faire. Non, c'est très joli, ça donne l'impression d'avoir des petits univers comme ça, miniatures, chez soi, c'est vraiment très sympa. Ouais. Une chose que j'aimerais peut-être ajouter par rapport à ce magazine, après j'avais encore autre chose aussi comme article qui était très sympathique, c'est que les couleurs, les images, tout est magnifique, aussi un peu comme Happiness en fait. Ça fait beaucoup penser aussi au magazine. C'est vraiment, voilà, ça, on retrouve vraiment, voilà, les belles choses qu'on retrouve dans Happiness aussi dans ce magazine. Et après, pour pleine conscience, j'ai aussi un article qui est une année en pleine conscience. Voilà, comment vivre en pleine conscience. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup parlé, parce que être en pleine conscience et faire des choses en pleine conscience, c'est très très important pour justement avancer sur notre chemin, évoluer, aller de l'avant. C'est très important aussi d'être en pleine conscience. Et moi, je pense que parfois on oublie à quel point c'est important. Mais alors, une année en pleine conscience, ça doit être compliqué parce que déjà, juste une journée en pleine conscience, moi je vous propose de faire l'expérience demain, vous allez voir, c'est pas si facile. C'est quelque chose que tu y arrives, toi, Aurore? Alors, c'est aussi être conscient de ses pensées, être conscient que parfois, voilà, il ne faut pas se permettre, voilà, par exemple, de dire telle personne elle est comme ça, de poser une critique, un jugement, d'être toujours conscient que nos paroles, nos actes sont très importants, qui vont répercuter aussi le monde qui est autour de nous. Qu'on peut créer aussi à travers notre façon de penser des choses aussi belles que le contraire. Oui, être conscient de chaque pas qu'on peut faire, de chaque pensée, de comment on est, c'est pas évident à vivre au quotidien. Ça, c'est tout à fait vrai, absolument. Je suis d'accord avec toi, Antoine, c'est pas simple. Entendu. Et je voulais par contre, juste si tu me permets, rajouter quelque chose, parce que dans ce petit magazine qui est vraiment formidable, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'il y a des petits trésors pour créer des choses. Et on peut créer des choses incroyables, comme des petites boîtes triangulaires en origami, ou comme aussi une technique qui s'appelle le Zentangle, à la page 90, que j'ai beaucoup aimé. Et on peut faire ça chez soi. On apprend à faire des choses extraordinaires. C'est une technique de dessin relaxante et thérapeutique. Et on nous apprend à travers un petit carré à mettre du fil et à travers ce fil à faire des choses vraiment magnifiques. Donc on crée énormément avec ce magazine. On est vraiment dans la création. Et ça, je trouve vraiment très important aussi. Bon, mais en tout cas, voilà, ça te met un magazine en plus à nous présenter tous les mois et à faire partager avec nos spectateurs ton enthousiasme sur ce genre de lecture. Ok, eh bien écoute Aurore, on va juste recevoir Sébastien qui vient d'arriver et puis on va te laisser ensuite poursuivre tes activités. Salut Sébastien. Bonsoir tout le monde, salut Antoine. Alors Sébastien, écoute, nous on t'a demandé de venir parce que moi je suis tombé sur ta chaîne
avec plaisir, où j'ai découvert que tu diffusais depuis quand même déjà un petit moment des émissions très régulièrement. Bon, ce sont ce qu'on appelle des formats courts, hein, c'est une dizaine de minutes en général, mais c'est d'ailleurs tout à fait des émissions qui vont plaire à Aurore, parce que c'est tout à fait dans son état d'esprit, c'est très positif, voilà, c'est toujours avec plein de conseils, un très bon état d'esprit. Cette chaîne, donc c'est sur YouTube, Sébastien Leclerc, sans le C à la fin, hein, il n'est pas de la même famille que le grand distributeur. Cette chaîne, tu l'as créée quand? Et je l'ai créée, la création, j'ai dû la créer il y a des années, mais je l'ai utilisée où j'ai commencé ma première vidéo, c'était, de souvenir, ça devait être novembre 2015, fin octobre, début novembre 2015, avec cette volonté de partager au plus grand nombre cet éveil que j'étais en train de vivre, en fait. Et oui, ça fait quand même bientôt 2 ans, donc écoute, tu es notre aîné du coup, on te doit le respect. Alors toi cet éveil dont tu parles, ça s'est déclenché quand chez toi? Oh, ça a été successif, il y a eu plein de prises de conscience vis-à-vis de la société, de plein de choses, mais l'éveil plus spirituel que je parle, ça a été la grosse prise de conscience a été en juin-juillet 2015, où j'ai découvert la fameux ego, les pensées, et ça a matché en moi. J'étais réceptive à ce moment-là. Parce que des années avant, j'avais lu un livre de Tollé, Le pouvoir du moment présent. J'avais trouvé ce livre très sympathique, mais je l'avais lu avec un niveau de conscience qui était le mien à l'époque. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, en 2015, là, ça a matché. J'ai compris beaucoup de choses sur mes pensées. Et ça a été 1 an après, en avril 2016, que là, il y a eu encore une autre prise de conscience encore plus puissante, où j'ai lu Nouvelle Terre de Tollé. Et là, ça m'a encore mis encore un boost d'accélération. Et là, il y a en mars dernier, où il y a eu encore un shift en moi, quelque chose qui s'est passé de magnifique que je partage dans mes vidéos. Et c'est ce calme que j'arrivais à provoquer par des techniques de pleine conscience et tout ça. Mais il est devenu presque présent. Et il n'est plus besoin d'être forcé comme avant. C'est un petit peu subtil. Et c'est tout à fait ce qui ressort hein, quand on regarde tes vidéos. C'est clair, c'est super zen. Ce qui ressort à la première impression, et c'est pas un terme, le terme que j'ai employé, il n'est pas galvaudé, c'est de la gentillesse, voilà, de la bienveillance. On a vraiment ce sentiment que tu es là pour vraiment partager tes méthodes pour trouver on va dire le bonheur par exemple. Et c'est vraiment très, très agréable à regarder. Merci beaucoup. Et alors, qu'est-ce que tu as découvert sur l'ego? Eh ben, c'était, j'ai suivi le chemin que la société nous implique, que le bonheur, c'est d'être célèbre, c'est d'avoir du bien matériel et tout ça. Donc, cette illusion-là de chercher à l'extérieur de soi le bonheur. Mais je comprenais toujours pas non plus quand on disait le bonheur, il est à l'intérieur. C'était quelque chose qui était c'était très conceptuel et je comprenais pas. Et j'étais pas conscient en fait à l'époque. J'étais totalement identifié à mes pensées, à ma personne. Et en fait, la première prise de conscience vis-à-vis de l'éveil, ça a été juste de conscientiser ces pensées-là, de se dire c'est pas moi, et de voir que l'enfer en fait, il était dans ma tête. Il était à cet endroit-là. Et après, c'est de comprendre les mécanismes d'ego, de défense, des croyances, des identifications, qui, au final, je commençais à réaliser, mais je fais, ok, d'accord, je comprends. Une enfance et une vie avec différents challenges, je m'étais rendu compte que j'avais mis des carapaces, des croyances limitantes, des identifications à beaucoup de choses, et je comprenais du coup pourquoi j'étais pas heureux, mais forcément, j'étais dans une pseudo-stabilité où j'étais là, où, ah oui, là j'ai mes croyances, j'ai mes peurs, j'ai mes trucs, je suis stable, mais en fait, je peux pas vivre. Il n'y a pas de place pour une compagne, il n'y a pas de place pour vivre. Et c'est vrai que ce qui m'a fait, au final, découvrir l'ego et tout ça, c'est
le travail sur mes peurs. J'étais quelqu'un qui avait énormément de peur vis-à-vis des autres, enfin, principalement vis-à-vis des autres. Et c'est ce qui m'a poussé dans un élan de... Parce qu'à l'époque, je voulais faire du coaching nutrition et me lancer sur une chaîne YouTube. Et j'avais tout, j'avais des connaissances, j'avais la technique, comment faire, j'avais suivi des formations et tout ça. Et j'avais un mur invisible qui m'empêchait d'avancer, et c'était toute la peur du jugement, le besoin de reconnaissance, plein de choses en moi. Et c'est là où j'ai commencé à travailler sur moi, à me dire, ok, il faut que j'aille au-delà de ces peurs. Donc au début, je suis sorti de ma zone de confort, et puis après, en grattant, j'ai découvert que l'origine un peu des peurs, et au fur et à mesure, ça a été un cheminement quoi. Ça a été. Et donc, au final, ça t'a apporté quoi? En fait, j'ai comme un oignon, j'ai retiré tout ce qui n'était pas moi, et ça m'a apporté juste Bien-être. un calme. Voilà, un calme. Et c'est ce que je dis aux autres, c'est que c'est juste ça. C'est juste paisible. Et c'est quand je me rappelle à l'époque les nœuds au cerveau que je pouvais me faire entre angoissé, entre stressé, et que là, c'est calme, c'est zen. Mais moi, quand j'écoute des personnes comme toi, qui parlent tout ça, de l'ego et tout ça, je me rends compte qu'il y a toujours des problèmes à l'enfance. Qui, par exemple, moi, de temps à moi, c'est pas je suis quelqu'un d'exceptionnel, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi, qui a eu une enfance heureuse, aucun blocage. Moi, on m'a toujours expliqué que l'argent ne faisait pas le bonheur, que c'était très loin de faire le bonheur. Quand j'étais stagiaire petit, je travaillais à 14 ans, 15 ans, je travaillais dans une banque, parce qu'à l'époque, on pouvait travailler à cet âge-là. Et je voyais ces gens qui accumulaient des fortunes incroyables et qui étaient complètement malheureux, quoi. Alors que d'autres étaient fauchés comme des blés, ils regardaient s'ils venaient voir s'ils avaient 100 francs ou pas, et puis ils étaient heureux. Donc j'ai vécu sans peur, sans crainte, sans contrainte, et tout et tout. Qu'est-ce que ça peut pas importer, moi, de regarder tes vidéos? Alors là, il y a quelque chose qui est tout à fait juste. Il y a des gens, je leur dis très bien quand ils viennent me voir, et je dis, mais vous savez, si vous n'êtes pas, il y a rien qui va t'apporter. C'est que si toi, tu es déjà en paix avec toi-même, que tu es heureux, il n'y a rien. Les gens, en fait, la chaîne à la base, pourquoi je l'ai fait, c'était juste pour insuffler de l'espoir aux gens. Parce que je sais ce que c'est que d'être à un endroit dans sa vie où la vie, elle a tellement un goût de caca, peu importe où tu te tournes, que tu as juste envie d'y mettre fin. Donc, j'ai jamais fait de tentative de suicide, mais j'y ai plus que pensé très fort au bout d'un moment. Donc, je sais ce que c'est que de se dire au bout d'un moment, j'ai envie de tout stopper. Et quand je vois, et ça c'était il y a 10 ans, et quand je vois en 10 ans la magie qui est opérée, et comme je me crois pas supérieur, béni des dieux, de la grâce ou je sais pas quoi, et je me vois comme un simple être humain qui a compris certains mécanismes en lui, qui a fait confiance en la vie, j'ai juste envie d'inspirer cet espoir aux gens. C'est bien. Et encore une fois, tant mieux si tout va bien, s'il n'y a pas eu ces blocages, ces croyances, c'est merveilleux. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que ça te donne envie maintenant d'ouvrir aussi simultanément ta chaîne sur la nutrition? Eh bien, ce qui se passe, c'est que parfois, je donne certains conseils. Conseils. Je partage mes expériences. Alors, bien sûr, comme j'ai fait des expériences sur le jeûne ou des choses comme ça, où par exemple, je parle des expériences où j'ai arrêté la viande, ou je partage. J'ai pas trop axé là-dessus, mais je sais que c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne Sébastien Leclerc. C'est que si demain j'ai envie de le tourner en atelier de cuisine, je le mets en atelier de cuisine. C'est que je limite pas à spiritualité.com. Je laisse la chose entièrement ouverte et le champ des possibles possibles. Je me demande si tout n'est pas lié, quoi. Bien sûr. Donc oui, du coup, tu as bien fait de mettre entre guillemets tout à l'heure le fait que tu donnes des conseils, parce que t'es pas un donneur de conseils, en tout cas c'est pas l'impression que qu'on a quand on regarde ta chaîne. Tu fais plus partager ton expérience de vie, ta philosophie, tes réflexions, tes pensées. Et pour donner quelques exemples
de tes émissions. Et je pense que même Sylvano, il y a des sujets qui vont t'interpeller, et il y a peut-être des choses auxquelles tu n'as pas pensé qui devraient te plaire. Je ne sais pas, par exemple, être dans le moment présent, la porte du silence. Une autre émission, je perds ma motivation, comment faire. Une autre, l'unique voie pour atteindre ses rêves. Voilà, c'est plein le défi de la réalisation de couple. Ça va vraiment sur tout un tas de sujets. Personnellement, j'irai voir la chaîne de Sébastien, parce que Sébastien me parle bien. Et je lui ferai de la pub aussi sur mes groupes, parce qu'effectivement, il y en a qui ont la chance de ne pas avoir de soucis, comme dit Sébastien, tant mieux pour eux. Il y en a d'autres, effectivement, qui subissent les soucis du quotidien, de l'enfance, des choses inavouables qu'ils n'ont pas su ou pu en parler à quelqu'un. Et ça peut que aider, quoi. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Voilà, c'est merci effectivement à toi et à tous ceux qui font comme toi, prennent leur temps pour pouvoir partager pour les autres, pour que ça aide. Est-ce que tu as eu d'ailleurs des retours? Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu des messages, par exemple, te disant vraiment, je suis tombé sur cette émission-là, ça m'a complètement changé mon point de vue, voire même ça m'a peut-être sauvé, je ne sais pas. Est-ce que tu as eu des retours comme ça? J'ai eu des messages, mais à en tomber par terre. Il y a une femme un jour qui m'a dit: tu as sauvé littéralement mon couple. J'avais un mari qui était fermé à tout, qui voulait rien comprendre, qui était obtus à tout. Il a vu une de tes vidéos, je ne sais pas pourquoi, et ça l'a métamorphosé. Et j'ai eu des témoignages comme ça, où je me rappelle, ça devait être ma deuxième vidéo, peut-être ma deuxième. Je fais une vidéo sur la peur ou je ne sais pas quoi. Donc à l'époque, c'était dans mon petit bureau où je me filme. Enfin vraiment, le truc, je ne peux pas faire plus simple que ce qu'on est déjà en train de faire là. Enfin vraiment, je partage juste une expérience de comment j'avais accueilli une peur en moi. Il y a une femme qui arrive sur Facebook et qui me « Passe-moi ton numéro, il faut absolument que je te parle » et tout ça. Bon, c'était tout nouveau. Alors je fais « Bon, qu'est-ce qui se passe ?» Bon, allez, je lui donne. J'y vais. Elle me téléphone. Et elle me décrit sa vie en 5 minutes. J'ai été violée petite, j'ai fait machin, blablabla, je sais pas quoi, blablabla. Et elle me dit: ta vidéo, ça a été comme la goutte d'eau qui m'a permis de faire un shift. Elle dit: j'étais une maman tyrannique et tout, j'ai 5 enfants et tout ça. Et là, j'ai complètement changé. Et là, je me disais, bon, elle a blablaté comme ça. Et moi, j'étais: oh, qu'est-ce qui se passe? Et je me disais: mais Seb, tu te rends compte qu'une petite vidéo qui a duré 10 minutes, que tu as tournée dans ton bureau, ça a changé la vie de 5 enfants, d'une mère de famille, d'un père de famille. Et je me dis, j'ai juste partagé une expérience, quoi. Je ne suis pas arrivé à dire suivez-moi, j'ai la solution. Non, j'ai juste dit voilà ce que j'ai fait, et ça a créé un déclic. Et donc des messages, c'est magique. C'est magique. Tu te dis mais oui. Mais c'est exactement ça. C'est parce qu'il y a des gens qui sont en détresse sur plein de sujets différents et variés, et quand ils trouvent, c'est le déclic qui fait qu'on va avoir la confiance de causer à cette personne. Parce que tu sais, c'est quelque chose, on a mis des numéros verts, SOS Amitié, on a mis des trucs, mais c'est impersonnel parce qu'on ne connaît pas la personne qui est en face. Et puis on peut très bien, même si une personne te parle de quelque chose, ne pas avoir le déclic avec cette personne, ne pas avoir comment le shift, comme il dit Sébastien. Et ça peut arriver, et là, effectivement, en 5 minutes, ça déclenche tout ça, quoi. Je le sais, j'en parle en connaissance de cause. Par rapport à d'autres phénomènes, moi, c'est sur les abductions. Les gens ont confiance et viennent m'en parler, quoi. Mais bravo, Sébastien, c'est super bien. Et c'est ce que j'avais dit dans mes vidéos, c'est que si toutes mes vidéos ne pouvaient aider que ne serait-ce qu'une personne, ça vaut le coup. Et quand on voit que ça peut... je reçois des messages trop mignons. Il y a une mère de famille qui regarde la vidéo en famille, ou qui a des couples qui regardent les vidéos ensemble. Donc, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, ils s'assoient ensemble, ils la regardent. Et il y a des messages qui sont très émouvants. Il y en a qui sont très touchants parce que, par exemple, j'ai fait une vidéo sur la boulimie qui a touché énormément de gens parce que c'est quelque chose parfois de très tabou, des sujets plus ou moins sensibles. Et les gens sentent que c'est quelque chose que j'ai vécu. Les mots que j'utilise, ils savent. Et donc, du coup, il y a beaucoup de... Et ce que les gens aiment, c'est l'authenticité qui se dégage.
Et ce que je voulais faire dans mes vidéos, c'était un principe de base, c'est que j'appuie sur la caméra et s'il y a un blanc, il y a un blanc. S'il y a je perds mes mots, je perds ce que je voulais dire, c'est pas grave. Je voulais vraiment que les gens, quand ils regardent une de mes vidéos et qu'ils m'en croisent dans la rue, ils se disent pas, il y a un montage, il y a quelque chose, il y a machin. Je voulais vraiment que ça soit l'authenticité pure et il n'y avait rien à vendre. C'était juste du partage, juste de l'amour et Voilà. Et en plus, tu perds pas 4 jours comme Antoine à faire du montage. C'est ce que j'allais dire, heureux homme. Tu fais tout en continu, il n'y a pas de montage. Ok. Alors, qu'est-ce que tu t'as prévu par rapport au devenir de ta chaîne? Bon, déjà, j'espère que en termes d'abonnés et de vues, ça va vraiment grossir parce que vraiment, tu mérites d'avoir un impact. Tu as combien d'abonnés, Sébastien? Eh ben, c'est une bonne question. C'est un chiffre que je ne regarde pas. Je sais que j'ai commencé ma chaîne, à faire mes vidéos et j'ai tout lancé sur la plateforme Facebook en fait. Donc j'ai atteint beaucoup de gens qui me suivent sur Facebook, c'est à plus de 3000. Et après, je me suis dit, je ne vais pas mettre tous les œufs dans le même panier. Je suis parti sur la plateforme YouTube. Donc en fait, il y a forcément des différences. Et donc je suis relancé sur la plateforme YouTube, je crois, en septembre dernier. Et là, j'avais 300 abonnés. Et là, je dois être à plus de 1500. J'ai passé les 1000 en janvier. Et là, je dois être à, je sais pas, 1600 ou quelque chose comme ça. Super. Mais ce qui va pouvoir permettre de faire pas mal de choses, quoi. Écoute, Sébastien, je t'annonce que tu es bientôt à 2000 abonnés. Tu vois. Bah voilà, toi, c'est. Et après, le futur de la chaîne, pour moi, il va rester relativement identique, dans le sens où là, j'ai investi dans un micro récemment pour pouvoir C'est bien. avoir une meilleure qualité de son. Après, vu que je suis tout seul, je me filme avec mon téléphone, avec la petite caméra qui est devant. Donc, je fais les choses très simplement, le plus pratique possible, vraiment les choses simples. Après, la chaîne, elle va évoluer comme elle évolue. C'est vrai que j'ai vu qu'il y avait, à partir de janvier, il y a eu un engouement qui a été... il y a des vidéos qui ont dû parler, qui ont fait parler d'elles. Et donc voilà, quoi. C'est le futur de la chaîne continue sur la même lancée, quoi. Alors, Aurore, je ne sais pas si tu connaissais la chaîne de Sébastien. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à cet entretien? Déjà, je suis très touchée par ce qu'il dégage. Déjà, simplement en te regardant, quand tu parles, Sébastien, ça me touche énormément. On sent que voilà, tu es là tel que tu es et tu ne cherches pas à vouloir voilà, tu es simplement toi, dans l'énergie que tu as envie d'apporter aux gens. Et tu y vas et tu le fais avec vraiment ta personne, ton entièreté, ton authenticité. Et c'est ça qui est formidable. Donc, je pense que c'est aussi grâce à ça que les gens ont envie de te suivre, envie de s'abonner à ta chaîne, envie de t'écouter, envie de continuer à regarder tes vidéos et à suivre tout ce que tu fais. Donc, ils sont enthousiasmés, ils sont heureux. Comme cette femme qui t'a appelé, parce que tout d'un coup, elle a senti qu'elle pouvait vraiment se laisser aller et que tu étais vraiment là. Il n'y avait pas de jugement. Elle pouvait ouvrir son cœur, elle pouvait se confier à toi. Tu étais prêt à l'écouter et ça s'est fait d'une façon très naturelle. Et là, vous étiez vraiment tous les deux dans le cœur, donc dans cette ouverture du cœur qui est formidable, qui est extraordinaire. Quand ça se passe, c'est toujours un vrai miracle à chaque fois. C'est des magnifiques rencontres. Je confirme tout et je te remercie beaucoup pour ce que tu viens de dire. Merci beaucoup. Je me suis abonné à ta chaîne, Sébastien. J'ai vu un truc là. Comment j'ai perdu 60 kilos. Je vais le lire, mais moi, j'ai 6 kilos à perdre avant la plage. Je vais regarder, je vais commencer par ça. Mais c'est ton vécu, ça 60 kilos, c'est quoi? Oui. Très petit, j'ai commencé à être très gros. Et je suis tombé dans l'obésité morbide très rapidement. En fait, j'ai été malade petit. On m'a mis pendant 6 à 8 ans sous cortisone. Ah mince. Et donc, j'ai grossi.
Et donc, j'ai très vite, très tôt, été jugé pour mon apparence physique. J'étais un enfant très sensible, comme beaucoup d'enfants. Bien sûr. Et comme je l'explique, dès que je sors du monde, tout innocent, tout naïf, et je sens le regard de l'autre, de l'adulte, les mots aussi, les moqueries, les insultes. Et la nourriture est très vite devenue mon seule source de plaisir, mais mon pire ennemi aussi. Mais évidemment. Et donc, voilà, donc j'ai atteint 140 kilos très rapidement. Hein. Après, on me disait que vu que je grandissais vite, c'était pas très grave. On me disait que tu vas être un futur David Douillet, c'était le truc petit. Mhm. Sauf qu'en quatrième, j'ai arrêté de grandir et je fais 1m73, donc j'étais très grand pour l'époque, quand j'étais en quatrième, et après j'ai arrêté de grandir. Et puis à la visite médicale, quand je suis monté sur la balance, c'était une balance électronique, donc on ne pouvait pas jouer avec l'aiguille en se balançant un petit peu, hein, c'était un chiffre pile poil qui annonçait 136 kilos. Quand j'ai dit ça, je ne sais plus, c'était un médecin ou l'infirmière s'est levée, n'en croyant pas ses yeux. C'était il y a 10 ans et elle m'a dit à 40 ans, t'es mort si tu continues comme ça. Donc là, ça a résonné un petit peu. Et puis il a fallu au moins un an après, quand je suis été en seconde, j'ai fait ma seconde, toujours dans cette obésité. Et après, j'ai réussi avec un ultimatum de la vie de me dire ok, je vais me prendre en main. Ou avant de prendre la reprise de première S. Et comme je dis, j'ai eu une énergie incroyable pour pouvoir perdre tout ce poids-là parce que je l'ai fait sans aucune assistance, sans aucun nutritionniste. À l'époque, on me disait t'es gros parce que t'es feignant, parce que tu manges. Ah, j'ai dit bon, on va se bouger et puis on va arrêter de manger. donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu cette illusion, cette naïveté de croire que tous mes problèmes venaient du fait que j'étais gros. C'était une évidence pour moi. Hein. Si j'étais malheureux, si le monde était si horrible envers moi, c'est parce que j'étais gros. Forcément. C'est logique. Et le jour où j'ai réussi à avoir une allure qui était tout à fait lambda, mais lambda de lambda, je me suis rendu compte que l'enfer était toujours là. Et j'ai toujours cru que c'était à cause de mon corps, que ça n'allait pas, que c'était toujours... Et 3 ans, non même pas, 2 ans après, 3-4 ans après, j'ai eu un autre événement qui m'a donné une leçon de vie extraordinaire, c'est que j'ai ma sœur qui a eu un accident de moto, qui est morte à l'âge de 19 ans. Donc j'avais 21 ans à l'époque, j'en ai 26 aujourd'hui. Et ça a été aussi une leçon de vie qui a été... ça m'a appris l'impermanence de la vie parce que je sais ce que c'est que de dire à quelqu'un bonjour, au revoir, salut, d'échanger 3 mots et de ne plus jamais revoir cette personne. Et donc ça a été quelque chose, ça a été une leçon de vie. Après, c'est toujours pareil, la maturité, pour moi, c'est qu'est-ce que tu tires de tes expériences. Donc, en fait, tu peux vivre 10 000 expériences. Si tu ne tires rien de tes expériences, il n'y a aucune maturité. Et à chaque fois, si tu tires l'essence de chaque enseignement, chaque leçon, et j'avais une aspiration depuis très petit, c'est que je me disais, mais j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit, je sais que je peux être en paix. Il y avait un truc qui n'était pas mental, ce n'était pas une voix, mais c'était une inspiration de me dire, mais j'ai le droit d'être heureux, je peux être en paix. Même si j'ai jamais goûté ça, parce que les souvenirs que j'ai pas de souvenirs de petite enfance. La plupart des souvenirs que j'ai eus en 26 ans, c'était plutôt des souvenirs d'humiliation, de moquerie, de choses comme ça. Mais j'avais cette croyance de dire si on peut être en paix, c'est possible. Et je m'accrochais ça dans les plus grandes tempêtes. J'étais là, j'accrochais à ça pour dire c'est sûr. Donc je tombais en dépression, mais je touchais le fond, mais jamais je rebondissais toujours. Et c'est pour ça que c'est un grand message d'espoir que je veux donner aux gens. Donc bien sûr, il y a peut-être des scénarios encore pires. Chacun a vécu ses différentes choses dans sa vie. Mais je pense que les enseignements, on peut tous les réunir. Et j'essaye de montrer aux gens que l'enfer, il est là-dedans. Il est là-dedans. Et je pense que tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça que ça marche et que ça va continuer à marcher. Et tu as traité l'effet inverse, l'anorexie? Jeunes en ce moment, tu sais, des jeunes filles là, qui se font vomir dès qu'elles mangent pour pas justement être gros et qui sont en fait maigres comme un clou et qui vont aussi avoir des problèmes de santé dramatiques par la suite.
Eh ben, j'ai pas attaqué l'anorexie en tant que telle. C'est pour moi le mécanisme, que ce soit un mécanisme d'addiction, un mécanisme de n'importe quelle souffrance, qu'il soit un stress, qu'il soit une douleur du passé, une angoisse du futur, tout, tout, tout prend la source dans une pensée. C'est-à-dire que Dans ce cas-là, c'est la pensée de ce qu'on nous montre, hein, parce que tu sais bien que aujourd'hui, les jeunes on les crétinise avec la mode, avec si t'as pas une marque, c'est que t'es un nul. Si tu ressembles pas aux filles qui défilent sur les stands, c'est que t'es trop gros. Et donc, on s'identifie à ça. Ils veulent s'identifier à ça, ils n'y réussissent pas, et puis hop, c'est la misère, quoi. Mais après, je pense que ça peut être le plus beau cadeau qu'ils ont aussi, c'est que à travers cette souffrance-là, ça va les obliger à se remettre en question, à voir justement ces identifications. Parce que la souffrance, elle naît d'où? Justement de cette identification. Donc au final, c'est à la fois le pire chose qui puisse leur arriver. C'est pour ça qu'on dit que cette société, on marche sur la tête, mais c'est grâce au fait qu'on marche tellement sur la tête que quand il y a des gens qui marchent sur leurs pieds, on dit waouh, c'est incroyable. Mais c'est parce qu'on a expérimenté à quel point marcher sur la tête, c'était pas confortable. Et pourquoi il y a tellement de gens qui s'éveillent, il y a tellement d'élan, tout ça? C'est parce qu'on est dans une société qui est complètement gouvernée par le mental, l'ego, et on essaye de se déconnecter entièrement de la vie, de l'enfant, de la femme. On essaye de croire qu'on a la main mise sur tout, et en fait, on va dans un mur, mais qui est tellement énorme, et en même temps, c'est nécessaire, puisque ça ouvre les consciences. Et le maître spirituel qui est pour la majorité des gens et qui a été le mien pendant des années, c'est la souffrance. Cette souffrance-là, c'est le plus beau cadeau qu'on a, c'est celle qui nous réoriente en permanence. Si aujourd'hui je marche sur le sable fin et je sens le sable fin qu'il est doux, c'est parce que 2 mètres à côté, j'ai marché sur des gravillons et je savais que ça me faisait mal aux pieds. Et donc la souffrance m'a permis de me réorienter. Donc ce qui est assez drôle dans cette société, c'est qu'on est dans une société où justement avec l'image, les médias, on nous montre du faux, de l'illusion, mais c'est grâce à cette illusion-là au final que les gens, à travers la souffrance, on est bien d'accord, peuvent trouver en eux-mêmes le bonheur. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. En tout cas, voilà, Sébastien, nous, on a été vraiment ravis de faire ta connaissance et ravis de pouvoir partager ta chaîne sur Miasme TV. Alors, il faut savoir que vous retrouverez donc au moins une émission par semaine dans la grille du programme Miasme TV sur la page Facebook qui lui est dédiée. Voilà, donc Sébastien a intégré ce fameux programme où ça nous permet de diffuser les émissions au fur et à mesure pour que vous puissiez faire votre choix si vous ne savez pas quoi regarder le soir à la télé. Et puis écoute Sébastien, on te souhaite vraiment une très belle continuation et puis voilà, on te dit à bientôt. La porte est grande ouverte, tu repasses quand tu veux. Eh ben, merci du fond du cœur. C'est autant si je suis une belle découverte, vous êtes tous une merveilleuse découverte et merci du fond du cœur. Merci à toi Sébastien, continue comme ça, on va te suivre maintenant. Merci à tout le monde, je vous embrasse. Okay. Ciao Sébastien, et puis Aurore, on te salue aussi et on te dit à très bientôt. À très bientôt, bonne soirée. Ciao, bonne soirée. Bonne soirée, okay. Ciao. Allez, bonne soirée les amis. Bon, eh bien Sylvano, voilà, encore une longue émission de folie. Allez, à la semaine prochaine pour un miasme numéro 53. Ciao, ciao. Et notre pari, t'oublies pas notre pari. Ah, et notre pari, tout à fait. Allez, salut. Ciao, ciao.